Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces des Mongols dans leur lancée contre l'islam alors qu'il est en train de soumettre la Chine. Gengis Khan tourne ses armées vers l'Asie et place la périphérie de son empire en contact avec les autres grandes puissances de l'Eurasie. Vous voulez en savoir plus sur la conquête de l'islam? Venez avec moi. Les Seldukides ont constitué un empire peu de temps après avoir quitté la steppe. Dès le milieu du XIe siècle, ces turcophones créent un sultanat qui joue un rôle de rempart du calife et de l'orthodoxie sunnite. Dans la seconde partie du XIe siècle, l'empire seldoukide atteint son apogée. On le constate durant les croisades et particulièrement la première où ils furent les adversaires par excellence des croisés. Ces derniers, sans le savoir, s'avancent en Orient sur des terres qui venaient d'être conquises par des nomades récemment sédentarisés. Les émirs seldoukides de Syrie, les chevaliers européens lourdement cuirassés et leurs chevaux caparaçonnés ont pour technique le choc de la charge directe. L'adversaire qu'ils rencontrent une fois passé l'Hellespont sur lequel les Byzantins leur ont sans doute donné des informations était le cavalier archer, très mobile, usant du harcèlement et de stratégies indirectes. Après la mort de Malik Shah en 1092, l'empire seldoukide se fragmente. Et c'est ce fait qui facilite quelques années plus tard le succès de la première croisade, 1095-1099, tant en Anatolie méridionale qu'en Syrie-Palestine. Les divisions internes des principautés musulmanes jouent un rôle majeur dans le succès premier des croisés. C'est en 1097 que la première rencontre entre les croisés et les musulmans a lieu. L'armée croisée est dirigée par Godefroy de Bouillon, Hugues, comte de Vermandois, frère du roi de France, Raymond IV, comte de Toulouse, les Normands de Sicile, Tancred et Bohémond de Tarente, ainsi que Robert de Flandre. En 1145 arrive à Rome la nouvelle du désastre militaire essuyé par le sultan de l'islam, des mains d'un souverain de l'Orient. L'information est exacte. Le souverain turc Seldoukide Sanjar, maître de l'Iran et de l'Asie centrale, et le plus puissant roi de l'islam, a subi en 1141 une écrasante défaite, la plus lourde jamais éprouvée par les musulmans face à des païens. Sinon que ces païens ne sont pas les barbares que le monde islamique veut voir. Les Khitanes, d'où vient le mot Katay de Marco Polo, turcs bouddhistes, ont servi pendant des siècles les dynasties chinoises, avant de s'emparer d'une partie de la Chine du Nord à la chute des Tang en 907 et d'y fonder la dynastie Liao 916-1125, assise en partie sur les terres chinoises, de peuplement dense et en partie sur la steppe entre Mandchourie et Xinjiang, finalement vaincu en Chine du Nord par les Jurchen, issus de ce peuple que l'on appellera plus tard Mandchou. Les Khitans se replient après 1125 sur la part turque occidentale de leur domaine. Ils répondent alors à l'appel à l'aide d'un vassal turc dissident de Tsanjar, gouverneur des confins de la mer d'Aral, le Khwarizm. Victorieux du sultan en 1141, les Khitanes occupent pendant plus d'un demi-siècle, de 1141 à 1216, l'Asie centrale, qu'ils retirent à la souveraineté de l'islam et réduisent le Khwarizm au rang de vassal. C'est probablement ce conflit qui ouvre les invasions mongoles, en ce sens qu'ils mettent en contact pour la première fois les périphéries violentes des deux empires majeurs de l'Eurasie, la Chine et l'islam. Comme l'explique la théorie d'Ibn Khaldoun, les empires, formations de peuplement dense, productives, prospères et pacifiées, vont puiser la violence dont ils ont besoin pour assurer l'ordre et la défense de leurs frontières. Dans les excroissances nomades des steppes du nord du monde, dans les Khitanes d'une part, les Seldoukides ou les Khwarizm de l'autre. Mais chaque empire a sa clientèle, l'islam a ses Turcs depuis le 9e siècle, la Chine a les siens dès les Han au 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle y ajoute au fil des générations les Ouïghours, les Tibétains, les Mongols, les Mandchous. Mais au 12e siècle, le mouvement des Khitanes de la Chine du Nord jusqu'à la Transoxiane met en contact pour la première fois les deux clientèles bédouines, pourvoyeuses de violence de l'islam et de la Chine. Il anticipe les réunions aux mains de Gengis Khan un demi-siècle plus tard. C'est à ce groupement que la vague mongole, due à la fois sa force et son immense expansion sur la quasi-totalité de l'Eurasie.
Le début de la poussée mongole à l'orée des terres de l'islam affecte d'abord les Khitanes et favorise l'émancipation puis la victoire du Khwarezm sur ses anciens suzerains entre 1210 et 1216. Mais aussitôt écartés, les Khitanes intégrés dans le tourbillon mongol, Gengis Khan ordonne l'attaque du Khwarezm pour se poser, dans un premier temps, en successeur des Khitanes en Asie centrale. L'offensive mongole commence en 1219. Pendant une douzaine d'années, elle a pour dessein évident, dans le monde islamique, l'anéantissement des forces du Khwarezm, devenu la première puissance de l'islam iranien et d'Asie centrale. Le but est atteint en 1231, lorsque le dernier shah de Khwarezm est vaincu et tué dans le Kurdistan turc. L'offensive reprend brièvement en 1241-1243 avec la défaite et la soumission des Turcs d'Anatolie. Entre-temps, la vague mongole a tout balayé en Asie centrale et dans le monde de l'Iran au prix de destruction monstrueuse et d'extermination méthodique des populations urbaines au moindre signe de résistance. Samarkand, Herat, Tus, Merv, Rey, Armadan, etc. Comme en Chine, la raison première est sans doute le faible nombre de conquérants et leur crainte de la masse immense des vaincus. C'est dans un contexte tout différent qu'intervient la deuxième offensive 20 ans plus tard, en 1255-1260. Depuis 1250, le pouvoir suprême chez les Mongols s'est fixé dans la descendance du plus jeune fils de Gengis Khan, Tolui. La monarchie commence à prévaloir au détriment des lois du Khan et la Chine sur toutes les autres conquêtes. En 1271, le nouveau Khan, Kubilai Khan, 1260-1294, choisit Pékin comme capitale de l'ensemble de l'empire mongol et se fixe pour but premier l'achèvement de la conquête de la Chine, puis du reste de l'Asie, du Japon à Java. Les terres musulmanes de l'empire ne sont plus qu'une dépendance chinoise. Toute forme de souveraineté suprême doit y disparaître. En 1255, le frère de Kubilai Khan, Hulagu, est donc chargé d'anéantir les deux provinces islamiques qui prétendent à l'universel. La secte chiite ismaélienne des assassins dans les montagnes de l'Iran septentrional et oriental et le califat de Bagdad. La forteresse principale des assassins, Alamut, capitule en 1256 et la secte entière est exterminée, à l'exception de quelques ralliés comme le vizir Nasir al-Din, grand astronome du Moyen-Âge. Le tour de Bagdad vient 2 ans plus tard, en février 1258, et le massacre de la famille califale abbasside et de la population sunnite est total. Ce retour d'extermination massive de la première génération mongole fait contraste avec la relative générosité dont fait preuve Kubilai Khan en Chine dans les mêmes années. C'est que la Chine est déjà identifiée comme le territoire d'où l'empereur tirera ses ressources et il convient donc de ménager son troupeau producteur. Au contraire, l'islam est une périphérie que l'on choisit de détruire faute de s'établir. L'islam survivra cependant, et il aura même sa revanche. En 1260, les Turcs mamelouks qui gouvernent l'Égypte remportent à Aïn Jalut en Palestine la première victoire décisive d'un pouvoir musulman sur une armée mongole. Le Caire recueille avec quelques survivants abbassides le califat qui s'y est établi jusqu'à la conquête ottomane de la ville en 1517. Mais l'islam tire surtout parti des divisions mongoles qu'implique logiquement l'affirmation de la monarchie et des inégalités qu'elle introduit. La branche dominante de Tolui s'est appropriée les terres sédentaires à fort rendement fiscal. La Chine surtout, et dans une moindre mesure l'Iran. Les deux autres branches, écartées du pouvoir impérial, sont rejetées dans les solitudes bédouines et choisissent l'islam. La lignée Jodchi, fils aîné de Gengis Khan, qui recevra le nom de Horde d'Or, s'établit dans les steppes de l'Ukraine, de la Russie du Sud et du Khwarezstan. Son héritier, Berké, se convertit à la religion musulmane dès 1257. La descendance du dernier fils de Djakatai, enraciné en Asie centrale et en Sibérie, embrasse l'islam plus tardivement vers 1327. Pendant ce temps, dans les parts prospères de l'Empire, le tranchant des Mongols s'émousse au contact de leurs sujets pacifiés. L'Iran mongol disparaît dès 1336, la dynastie mongole de Chine en 1368, le dernier des héritiers de Gengis Khan, le turc Tamerlan, est musulman issu de la lignée centra-asiatique de Djakatai,
Il reconstitue largement l'unité des terres mongoles islamiques et songe même à la fin de sa vie, dit-il, à reconquérir la Chine perdue au profit de la dynastie Ming. Comme on l'a vu, le 26 juin 1243 a lieu la bataille entre l'Empire mongol et le sultanat seldoukide. Lors de la première campagne contre l'Anatolie, la victoire des Tatars va changer pour un temps le visage de l'Eurasie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.